Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie dans le face à Éric Zemmour ce soir, Jacques Lang. Jacques Lang, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut du monde arabe, vous avez été plusieurs fois ministre sous la gauche, ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale, vous avez été maire, député, patron de théâtre, vous avez instauré la fête de la musique et vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier en date, il y a quelques jours, La langue arabe, trésor de France, aux éditions du Cherche Midi. Et dans ce livre, vous menez un combat pour la reconnaissance, le rayonnement de la langue et des cultures arabes. Alors, la langue arabe, un trésor de France, évidence ou provocation? Ce n'est ni une évidence, puisque beaucoup l'ignorent, ni une provocation, parce que ce livre ne vise pas à engager une polémique, mais à introduire un peu de raison, j'allais dire d'information, sur un sujet relativement mal connu, et qui prête souvent à des controverses ou à des polémiques. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, oui, en effet, ce livre vise à expliquer aux lecteurs, à rappeler que nous sommes liés à la culture orientale, à la culture arabe, à la langue arabe depuis des siècles. D'où le titre, c'est que la langue arabe et la culture arabe appartiennent à notre histoire. En quoi? Lorsque François Ier, le grand roi François Ier, décide d'imposer la langue française à l'administration, parce qu'à l'époque, pratiquement personne ne parlait le français, sauf les dirigeants, dans son ordonnance de Villers-Cotterêts, dont le président Macron veut faire un des hauts lieux de la francophonie, parallèlement, il impose l'enseignement de 3 langues au futur Collège de France, qui existe encore aujourd'hui, qui est une grande institution, le grec ancien, l'hébreu et l'arabe. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces langues sont des langues de culture, sont des langues de transmission du savoir, sont des langues scientifiques. Et donc c'est très intéressant de noter que dans le même temps où la langue française est reconnue comme une langue de l'État, on ouvre la voie à la langue arabe. Et ensuite, alors, j'en dirai quelques mots après, tout au long des siècles, à travers Bonaparte en Égypte, à travers les opérations coloniales pour le meilleur et pour le pire. Et j'allais dire, j'oublie, je reviens à François Ier, qui a eu cette intelligence politique extraordinaire de conclure ce qu'on a appelé une alliance de revers avec Soliman le Magnifique, pour contourner Charles Quint. Là encore, déjà, on ouvrait la voie à une présence française au Levant et en Orient. Le décor est planté. Alors, effectivement. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'admiration et même d'affection pour la langue arabe. Tout simplement parce que c'est mon enfance et que j'ai baigné dans la langue arabe. Mon père parlait très bien arabe, mon grand-père parlait très bien arabe, puisque ma famille est née en Algérie. Et mon père, aux grandes dames de ma mère, passait ses nuits à écouter de la musique arabe et à me traduire certaines chansons en me disant « mais tu ne peux pas apprécier car c'est beaucoup plus beau dans la langue d'origine et traduire, c'est trahir ». En particulier, j'imagine, Kalsoum. En particulier, Kalsoum. Que nous célébrerons. Il est allé à l'Olympia, d'ailleurs. Que nous célébrerons à l'Institut arabe dans quelques mois, à travers une exposition consacrée. Donc, c'est pour vous dire que, si vous voulez, j'ai baigné dans la langue arabe et je sais très bien que c'est une langue tout à fait admirable, tout à fait poétique, je dirais, avec des sonorités particulières, c'est une langue vraiment de la poésie et de la chanson. Maintenant... Et de la science. Alors c'est là, je vous suivrai pas. On va en parler. Vous parlez arabe tous les deux? Non, moi je parle pas arabe parce que justement, mais je vais y arriver. Je vais expliquer pourquoi je ne parle pas arabe justement. C'est ça un de nos désaccords de fond. Mais si vous voulez, maintenant, je vous écoute, François Ier, Bonaparte et tout. Oui, François Ier, vous avez raison, mais c'est pas parce que l'arabe était une langue des sciences. C'est tout simplement parce que il voulait faire, vous l'avez dit, une alliance de revers avec Soliman contre Charles Quint, parce qu'il avait perdu contre Charles Quint à la fameuse bataille de Pavie. Moi, contrairement à vous, je ne tiens pas du tout
François Ier pour un grand roi. Je pense que il a complètement pété les plombs, comme on dirait aujourd'hui, après sa défaite de Pavie et son emprisonnement. Je pense que l'alliance de Revers, dont on le loue aujourd'hui, était une folie. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, l'Empire ottoman menaçait l'Europe, qu'il a assiégé Vienne 2 fois, en 1529 et en 1683. Dans la fameuse pièce de Molière, qu'allait-il faire dans cette galère? C'est justement des galères turques qui emportaient des jeunes gens pour les emmener là-bas en Orient et pour les transformer en esclaves. Parce que quand vous dites que la langue arabe est liée à la France, oui, mais comme la langue c'est pas la langue arabe en l'occurrence, c'était le turc. Vous m'avez très bien compris. Mais c'était la langue de l'ennemi. C'est ça que vous oubliez. C'est-à-dire que c'était la langue d'abord de la religion hérétique, l'islam, contre le christianisme, et c'était souvent la langue de l'ennemi. Quand vous me dites Bonaparte, il n'était pas fasciné par la langue arabe. Il était fasciné par la conquête. Et vous savez que... Si. Vous avez une manière. Mais non, mais c'est vous qui dites ça. Fasciné par l'Orient, fasciné par l'Égypte. Parce qu'il est fasciné par la conquête, il est fasciné par Alexandre. Oui. Il n'est pas fasciné. Vous savez, je lisais récemment ça tombe bien, je lisais récemment sa correspondance. Et quand il est en Égypte, il écrit... il est complètement, étonné de la misère de ces gens et surtout du retard technique. Ils ne font même pas des moulins, explique-t-il. C'est-à-dire qu'il y a du blé et qu'on peut même pas en faire du pain. Et c'est les Français qui vont construire des moulins en 1800. Donc, si vous voulez, la langue de culture, vous voyez où ça les a menés. Et pourquoi? Et je finis là-dessus. Parce que la langue arabe est une langue magnifique, je l'ai dit tout à l'heure, une langue poétique, mais si vous lisez le livre excellent de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, il vous expliquera que c'est justement pas une langue de science. Vous savez, Renan, dans son livre sur Averroès, dit « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité ». Parce que justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu, et le message de Dieu est lié entre le Coran et la langue arabe, il y a un lien indéfectible. Donc quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran et vous dites religion musulmane. Jacques Lang. Que d'erreurs et allez-y, démontrez mes erreurs, allez-y. Si vous m'accordez le droit de m'exprimer. Bien sûr, chacun son développement. Merci. D'abord, lier la langue arabe à l'islam est une erreur historique. Allez-y. Et venez d'ailleurs, je vous invite à venir visiter en ce moment même à l'Institut du monde arabe la très belle exposition Al-Oula qui raconte comment est née la langue arabe, comment est née l'écriture arabe à partir notamment de l'araméen ou du nabatéen. Et la langue arabe a préexisté à l'islam plusieurs siècles avant. Et donc, c'est une erreur que de vouloir, mais je comprends très bien l'arrière-plan politique ou idéologique, que de vouloir faire de la langue arabe la seule langue ou la langue d'une religion. Et de faire des Arabes, les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens, ont joué un très grand rôle dans le monde arabe, les Arabes juifs. Ce sont des chrétiens qui, par leurs imprimeries, ont imprimé les ouvrages de langue arabe, les premiers. Ce sont même des intellectuels chrétiens qui ont traduit les textes grecs d'Aristote et compagnie. Et alors, quand vous dites, alors là, je tombe des nues, je dois dire, je tombe des nues. Allez-y. Quand vous dites que la langue arabe serait étrangère aux sciences, mais enfin, de quoi parlez-vous? Sauf les mathématiques. Savez-vous que quand même que la langue arabe a été le pont par lequel les savoirs philosophiques, une partie des savoirs philosophiques, les savoirs mathématiques sont venus vers nous. Et à l'époque de l'âge d'or des sciences arabes, des mots sont nés qui répondaient à des raisonnements. Le mot algèbre est un mot arabe. Le mot algorithme est un mot arabe. Le mot chimie
est un mot arabe. Alors, Monsieur. Non, mais c'est très intéressant. N'allez pas contre. Je peux vous répondre. Et pourquoi sur un débat de ce genre, je ne comprends pas que vous vouliez nier l'histoire. Je ne nie pas, mais je ne nie pas du tout, au contraire. Au contraire, je peux répondre. Je le répète, si François Ier a choisi l'arabe à côté monsieur. de l'hébreu et du grec ancien comme langue du Collège de France, c'est parce qu'il savait qu'une grande partie du savoir de l'Antiquité passé par l'arabe, par le grec ou par l'hébreu. Est passé par le grec. Et c'est ça justement la querelle de fond. C'est que depuis 20 ans, on nous apprend une erreur. Et qu'il a fallu que le monde arabe nous transmette les textes grecs, de la philosophie grecque. Or, c'est faux. C'est-à-dire que c'est ce que découvre. C'est pour ça que je vous ai cité le livre de Sylvain Guggenheim d'il y a une dizaine d'années, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui explique très bien que ce sont des chrétiens de l'Empire conquis par les Arabes qui ont traduit ces textes. Ben oui, mais c'est fondamental. Et pourquoi ? Attendez. Non seulement je ne le dis, mais je ne le nie pas. Alors, très bien, laissez-moi continuer. Deuxièmement, il y a dans le monde arabo-musulman, parce que vous le vouliez ou non, c'est tout de suite l'arabe et le facteur, la langue de l'expansion de la religion musulmane. Et la religion musulmane met des limites, c'est-à-dire qu'elle laisse traduire les textes pour les mathématiques, vous avez tout à fait raison, pour la médecine même, vous auriez pu ajouter, mais elle refuse... L'astronomie. Absolument. Alors, mais elle refuse... Mais laissez-moi finir, vous voyez, je vous accorde de la vérité historique. En revanche, elle refuse tout ce qui a trait à la philosophie, parce que la philosophie contesterait le Coran et le Dieu unique. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de lien incoercible entre la religion musulmane et l'arabe, je vous renvoie au très beau livre, je ne sais pas si vous le connaissez, d'Henri Pirenne, l'historien, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne, qui explique très bien comment la fin de l'Empire romain a été en fait constatée par l'arrivée des troupes musulmanes sur la Méditerranée, et que dit Henri Pirenne ? Il dit il y a deux façons de conquérir. Laissez-moi finir. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Écoutez, franchement... écoutez, vous êtes incroyable. Moi, je vous ai écouté sagement. Mon propos n'est pas celui-là. Je vous ai écouté très sagement. Laissez-moi finir. Il explique justement que les conquérants arabes, contrairement... Mais j'ai fini. Laissez notre ami achever l'émission. Mais pas du tout. Excusez-moi. Parler des langues vivantes aujourd'hui... Ah, ça vous embête quand je vous... Mais ça m'embête pas du tout. Mais le sujet de mon livre n'est pas celui-là. Mais je sais bien, mais c'est vous qui parlez. J'ai pas envie d'entendre vos fausses leçons d'histoire. Mais excusez-moi, je ne fais pas de leçons. Vous êtes là pour apporter la contradiction. Alors, messieurs, je disais que les conquérants arabes ont imposé leur langue et leur Dieu et le Coran. Est-ce que ça vous plaise ou non, allez-y. C'est votre fanatisme qui l'emporte sur tout. Il n'y a pas de fanatisme du tout. Votre obscurantisme qui domine la vérité et la raison. Jacques Lang, je peux vous poser une question ? Messieurs, je vous pose une question. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certains rejettent la culture française et aussi la langue ? Non, écoutez, ce n'est pas vrai qu'il y a dans ce pays où nous sommes, il y a un désir d'être français, d'une France qui, évidemment, de tout temps a été ensemencée par des cultures venant de différentes régions du monde. Mais ce que je veux dire, pour revenir, excusez-moi, à l'objet de ce livre. On est là pour ça. D'abord, premièrement, moi je considère que c'est pour l'enseignement, tout cela. C'est pour l'école publique. Je considère que la colonne vertébrale de notre enseignement, c'est la langue française. Et tout doit être fait pour sauvegarder cet apprentissage et l'améliorer. Deuxièmement, je suis un militant du plurilinguisme. Et je souhaite que, quand j'étais à l'Éducation nationale, j'ai encouragé l'apprentissage simultané de toute une série de langues. Et notamment de langues qui sont depuis des années menacées. Je pense à la langue allemande. Je pense à la langue italienne. Et donc je suis pour que, le président de la République l'a rappelé lui-même dans plusieurs interventions, à juste titre, il faut que notre enseignement tourne le dos, je dirais, à cette domination excessive du seul anglais. Je ne suis pas contre l'anglais, mais aujourd'hui nous avons un système d'enseignement des langues vivantes qui assure une précédence à l'anglais excessive. Donc je souhaite simplement que la langue arabe, la langue allemande, la langue italienne, d'autres grandes langues universelles, la langue arabe c'est la 5e langue parlée dans le monde, puissent trouver leur place dans l'éducation nationale. Et pour une raison alors qui rejoint des considérations évoquées à l'instant par M. Zemmour. En lui donnant la parole. Si l'école publique, c'est le thème du livre, si l'école publique
conformément à notre tradition, n'assure pas un enseignement de qualité de la langue arabe, alors ce sont des officines privées, idéologiques, liées en effet à certains milieux religieux, islamistes radicaux, qui font le boulot, si j'ose dire, assurent l'enseignement plus ou moins médiocre d'un arabe plus ou moins médiocre, et surtout utilisent ce biais pour faire passer des valeurs contraires à celles de la République. Éric Zemmour. Alors, on a 2 points d'accord. Un, la langue française est le cœur de l'éducation nationale, c'est une évidence. Deux, tout le monde est pour les langues étrangères. Tout le monde est pour éviter la domination hégémonique de l'anglais. Seulement, ça ne se fait pas. Vous le savez très bien. Et tout le monde veut apprendre l'anglais. Mal, d'ailleurs, le parle mal, puisqu'on est un des peuples qui parle le plus mal les langues étrangères. Maintenant, quand vous dites je veux le développement de l'arabe, très bien. Je ne sais pas comment vous faites. Je me suis renseigné avant de venir. Il y a eu en 2019 6 candidats reçus à l'agrégation d'arabe, 3 au CAPES d'arabe et 2 dans des CAPES privés. Ça fait 11. Pour 7000 collèges et 4000 lycées, je leur souhaite bien du courage. Deuxièmement, quand vous dites si l'éducation publique ne le fait pas, c'est les officines privées qui le feront. Mais vous parlez d'or, monsieur Lang. Parce que justement, il y a ce que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes ne veulent pas de l'enseignement de l'arabe donné par vos profs dans des écoles publiques qu'ils estiment des écoles de non islamiques. D'infidèles. Mais non, c'est pas absurde. C'est la réalité. C'est pour ça que, laissez-moi, et justement, monsieur Lang, excusez-moi, est-ce que vous pourriez accepter qu'on soit pas d'accord avec vous, monsieur Lang? Non, mais je comprends que ça vous embête. Je comprends que ça vous embête, monsieur Lang. Non, je dis la réalité, excusez-moi. Et en parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot-là et vous leur apportez votre caution de républicains. Mais monsieur Lang, vous oubliez, ou plutôt vous faites semblant d'oublier car vous savez très bien que la République, c'est l'assimilation. Que la République a interdit aux petits Bretons de parler breton. Il a interdit aux Italiens de parler italien, aux Polonais de parler polonais. Et c'est comme ça qu'on est devenus des Français, tous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas arabe. Parce que ma mère n'a pas voulu que je parle arabe. Parce qu'elle voulait que je sois bon élève en français, monsieur Lang. Et c'est comme ça qu'on devient français. Or, aujourd'hui, on a une défrancisation. Et justement, l'arabe, ou plutôt un arabe médiocre, comme vous dites, est devenu le langage des banlieues. Parce qu'il y a dans des banlieues des enclaves étrangères où c'est complètement arabisé, où ça repose sur l'islam, la mosquée et la langue arabe. Voilà. Alors, Jacques Lang, c'est la langue des banlieues ? Écoutez, quand je l'entends parler, M. Zemmour, je me dis, où puisse-t-il ces informations? Dans le réel, monsieur. Donnez-nous votre avis. Dans la réalité que je connais. C'est un réel imaginaire. Madame, à l'Institut du monde arabe, nous refusons chaque année des centaines et des centaines de candidatures pour apprendre l'arabe, qui est considéré comme un apprentissage de haute qualité, venant de familles qui sont des familles, certaines originaires du Sud, d'autres qui n'ont aucun lien avec les cultures, disons, maghrébines. Ça, c'est autre chose, ils apprennent une langue étrangère, c'est tout, c'est très bien. Non, mais c'est possible. Parce que d'un côté, ils ne veulent pas que leurs enfants apprennent l'arabe des banlieues, des banlieues, disons les banlieues, donc assurées par certaines officines que j'appelle privées et plus ou moins idéologiques, et de l'autre, l'école publique n'offre pas ces possibilités. Or, je le constate en permanence, il y a un désir d'apprendre cette langue dans de nombreuses régions de France qui ne sont pas nécessairement liées aux cultures d'origine. Et un des témoignages de ce désir, c'est que dans les universités, c'est une des contradictions de notre système, dans les universités, dans les grandes écoles, à Polytechnique, École normale supérieure, Sciences Po, il y a des milliers d'étudiants qui demandent
à apprendre la langue arabe et d'autres langues, et qu'ils apprennent. Il y a des milliers d'étudiants à Polytechnique, mais bon. Non, mais je parle au total, je veux dire, excusez-moi. Je vous taquine. Soyez pour une fois de bonne foi. Je vous taquine, ne soyez pas comme donc, ça. Ça montre qu'il y a une volonté et un désir d'apprentissage de cette langue qui n'a pas été assuré au cours de l'enseignement secondaire. Monsieur Lang. Et puis, disons-le, quand je dis que la langue française, que la langue est une langue de France, enfin une langue qui appartient à notre histoire, c'est pas seulement Bonaparte, mais c'est aussi l'école d'arabisant, les écoles d'arabisant que nous avons, les instituts que nous avons, qui sont de très haut niveau, au Caire ou à Beyrouth. C'est les grands islamologues qui se perpétuent encore aujourd'hui. C'était naguère Jacques Berck au Collège de France, ou André Biel. Donc, il y a une grande tradition française qu'il faut préserver, qui est une richesse intellectuelle. Mais vous avez 1000 fois raison. Il y a une tradition française de l'islamologie. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, vous avez remarqué, vous avez fait vous-même la confusion entre l'islam et l'arabe. Et deuxièmement, ça a toujours été considéré comme une langue étrangère, comme une culture étrangère. Ce n'est pas une langue de France, monsieur Lang. Ce n'est pas une langue de France. Il y a des spécialistes de l'allemand aussi. Et en 40, on n'aurait pas dit que l'allemand était un trésor et une langue de France. Ça, on aurait eu du mal. Vous oubliez que l'arabe aujourd'hui, c'est aussi une langue que cherchent à développer les services secrets parce que c'était la langue du terrorisme. C'est la langue de Allah Akbar qui a tué 250 personnes depuis 2015. Vous l'oubliez un peu. Alors moi, je veux bien que ça soit une langue de culture, je n'en disconviens nullement, mais c'est aussi la langue des gens qui tuent sur le territoire français. Ça, vous l'oubliez un peu. Mais je comprends, mais quel rapport? Quel rapport? Excusez-moi, mais quel rapport? C'est une langue de culture. Mais oui, c'est une langue de savoir, oui. C'est une langue universelle, je répète, la seule apprise dans le monde. Au nom de quoi? Parce qu'il y a ou une poignée, ou des milliers de terroristes qui d'ailleurs souvent ne parlent pas bien l'arabe. C'est une langue dévoyée, Jacques Lang? Un arabe, un sous-arabe. Absolument, ça on est d'accord. Qui, par ailleurs, puisque vous êtes intéressé à ce point à l'islam, connaissent assez mal le Coran et l'islam. C'est une langue dévoyée. Avec ce qu'est, je dirais, notre histoire, la pluralité des langues que nous devons assurer et assumer en France. Ce que je veux vous dire quand je dis ça, monsieur Lang, j'ajouterais que, attendez, pour parler de notre langue nationale, savez-vous qu'il y a dans la langue française au moins 800 mots empruntés à la langue arabe. Le matin, quand je prends mon café, j'utilise un mot arabe. Quand je mets du sucre, j'utilise un mot arabe. Et le reste. Donc, la radia, la baraka, le bled, il y a un lien historique et contemporain entre la culture arabe et notre culture. Il y a des mots arabes dans la langue française, il y a des mots anglais, il y a des mots allemands, il y a des mots italiens. Tout ça, c'est une évidence. Et alors, ça ne veut rien dire. Il n'empêche... Ça veut dire simplement que les cultures s'entremêlent et que le génie français, que vous ne reconnaissez pas comme tel, le génie français, et d'avoir réussi siècle après siècle à entremêler les cultures, entremêler les savoirs, et à faire que notre pays soit un creuset, que notre pays soit un creuset autour des grandes valeurs de la République. Vous serinez ça depuis 30 ans, je vous entends, j'étais petit déjà, je vous entendais dire ça, et c'est faux. Je vais pas aider à vous faire grandir. Eh ben si, vous avez, oui, en opposition à vous justement. Et simplement, vous oubliez une chose, ce n'est pas seulement un creuset, la langue française et la culture française. C'est une culture qui emprunte aux autres, oui, bien sûr, comme toutes les cultures, mais qui le retraite avec son génie propre. Et il y a une hégémonie. Non, mais dites-le alors. Dites-le. Et elle ne se contente pas de brasser. Non, vous le direz. Elle ne se contente pas de brasser les cultures. Il prend et il retraite à sa façon. C'est-à-dire qu'il assimile et il retraite. Et oui, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est écrit dans ce livre. Ce n'est pas un simple creuset des cultures étrangères, je suis désolé. Et d'ailleurs, pour les cultures étrangères, c'est aussi une influence majeure. Je pense à la littérature russe, je pense d'ailleurs à la culture du Maghreb, etc. Le français a été une langue dominante qui s'est répandue dans tous les pays. Et ce que vous faites semblant d'oublier, c'est que les langues ont leur propre génie. C'est-à-dire que l'arabe n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. On peut dire que l'anglais, c'est la langue du business, de l'économie. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous proférez des banalités. Non, mais j'essaye simplement de vous rappeler au réel. Maintenant, vous êtes la propagande. C'est évident. Et ben oui, et alors? Justement, il faudrait mieux apprendre le français
Excusez-moi. Pas mieux. Mais si, d'abord le français. Et quand vous parlez de la République, je vous répète, monsieur Lang, je vous répète, la République... Il ne faut pas emperler des banalités et des évidences. Ah, quand ça vous embête, c'est soit vous voulez pas l'entendre, soit c'est des évidences. Il faudrait quand même vous... Ne donnez pas à penser que tout à coup, parce que je suis moi-même universitaire, professeur de droit, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Croyez-vous un instant que l'homme qui a fait la... Croyez-vous un instant que l'homme qui a fait la loi sur le prix unique du livre et qui a contribué à sauver notre système d'édition ne se battrait pas bec et ongle pour la langue nationale? Mais monsieur Lang, je n'ai jamais dit que vous ne vous battiez pas contre la langue nationale. Je dis simplement, je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que là, vous vous faites l'agent, et ce que j'ai appelé l'idiot utile, des gens qui veulent réarabiser pour réislamiser. Ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout le contraire. C'est vous l'agent de l'islamisation. Voyons. Bien entendu, parce il nous reste 2 minutes. Vous voulez laisser, l'apprentissage de l'arabe entre les mains d'extrémistes, de propagandistes, de manipulateurs, alors que je souhaite que les enseignements des langues, des cultures, des savoirs se fassent à l'intérieur de l'école. Mais il n'y a personne pour leur apprendre et où il n'y a personne pour mettre les enfants. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. Jacques Lang, répondez à Éric Zemmour. Comment on fait pour apprendre justement l'arabe à l'intérieur de l'éducation nationale? Il faut avoir des profs, déjà, il n'y en a pas. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. Enfin, 1 minute. Quand je suis devenu ministre de l'Éducation nationale en l'an 2000, j'ai constaté ce que dit assez justement sur ce point monsieur Zemmour. C'est que une indifférence ancienne a fait qu'il y a eu de moins en moins d'enseignement de la langue arabe, et par ailleurs, je le répète, de la langue allemande et de la langue italienne. Donc ça forme une sorte de cycle par lequel il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement. Comme par ailleurs, l'éducation nationale crée trop peu de postes pour ces langues-là. Alors c'est un phénomène qui contribue à détruire le plurilinguisme. Et donc, je souhaite qu'il y ait un véritable plan. J'avais esquissé en l'an 2000 un plan en faveur du plurilinguisme. Et ça ne concerne pas que la langue arabe, ça concerne aussi, je le répète, les grandes langues européennes, dont la langue allemande et la langue italienne. Éric Zemmour? C'est à votre tour d'asséner des banalités et des truismes. C'est évident que tout le monde sera d'accord pour vouloir enseigner des langues étrangères, des grandes langues mondiales, mais c'est pas le sujet, excusez-moi, vous passez à côté du sujet volontairement, parce que je ne pense pas que vous ne voyez pas le problème. Vous faites semblant de ne pas voir le problème, premièrement par idéologie, puisque c'est votre idéologie multiculturaliste qui a mis le pays là où il est aujourd'hui, avec les enclaves étrangères, où effectivement on parle un arabe médiocre, et deuxièmement, vous êtes le président de l'Institut du monde arabe, et évidemment, il faut bien défendre votre point de vue. Je rappelle que l'Institut du monde arabe est financé en partie par des pays du Golfe, et donc c'est normal que vous défendiez... Parce qu'il vient une fois de plus de proférer un mensonge. On prend 2 minutes. Jacques Lang, on prend 2 minutes pour que vous puissiez répondre. Mais non, ça remonte à très loin. Jacques Lang, on vous laisse répondre. L'Institut du monde arabe est financé par l'État français, et par des contributions de mécènes, comme c'est le cas pour le Louvre et d'autres institutions. Et voilà. Et par ailleurs, quand même, c'est une fierté pour la France que ce soit le seul pays où existe une telle institution qui a été créée par le président Giscard d'Estaing et par le roi d'Arabie. On ne peut pas imaginer un tel institut à Rome, à Berlin ou à Londres. C'est parce qu'il y a une histoire particulière de la relation entre la France et l'Orient. Vous ne voulez pas voir que les langues sont des outils de conquête. C'est tout. Vous croyez qu'il y a un mariage magnifique de toutes les langues et toutes les cultures. Vous vivez dans un monde de bisounours. La langue est une arme de conquête. Le français était puissant au temps de Louis XIV et de Napoléon. L'anglais était puissant depuis la fin du 19e siècle. L'allemand était très puissant en Europe au 20e siècle. Je suis désolé, vous oubliez ça. L'arabe a été une arme majeure de conquête de l'islam. Vous oubliez cette donnée fondamentale. Jacques Lang, vous êtes notre invité. On vous laisse le mot de la fin. Non, c'est un peu triste quand même. Monsieur Zemmour ne manque pas de brio, mais franchement, en permanence,
poursuivre cette obsession qui est la sienne contre l'Orient, contre le monde arabe, contre tout ce qui ne répond pas à sa vision étroite et enfermée, et j'allais dire obscurantiste. C'est triste. Vous étiez naguère plus ouvert. Vous êtes aujourd'hui complètement recroquevillé et refermé sur vous-même. Mais ça amuse peut-être la galerie. Jacques Lang, merci beaucoup pour votre présence. On rappelle votre livre, La langue arabe, trésor de France. Vous êtes tombé d'accord sur un point. D'abord, le français. Excellente suite de programme sur CNews. Merci d'être avec nous tous les soirs, 19h et 22h30 et sur cnews.fr.